Thomas Cassou, bonjour, merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes le cofondateur d'AOS. Dans quelques instants, vous allez donc nous présenter naturellement votre structure. Juste en introduction, je voudrais rappeler que sur chefdentreprise.com, vous allez avoir toute une série de vidéos qui va être faite pendant tout le confinement. On va pouvoir échanger avec des entrepreneurs pour un peu qui nous expliquent leur quotidien à l'heure actuelle, notamment avec ce second confinement. Donc, Thomas, si vous voulez bien, est-ce que vous pouvez, dans un premier temps, nous présenter AOS, c'est-à-dire ce que vous faites, quelle est votre entreprise, et puis peut-être quelques métriques qui est autour de cette structure? Sans problème, Julien. Donc AOS, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est 3 lettres, c'est AOS, ça veut dire appel d'offres simplifié. Donc appel d'offres simplifié, qu'est-ce qu'on fait nous? En fait, on vient simplifier tout le processus des appels d'offres dans la construction. Donc pour vous donner un exemple très concret, vous avez un donneur d'ordre. Donc donneur d'ordre, c'est quelqu'un qui veut construire un bâtiment, ça peut être une tour de logement, ça peut être un magasin, un hôpital. Ok, donc ce donneur d'ordre va venir poser son projet sur sa plateforme et ensuite, en le mettant sur sa plateforme, il va pouvoir le diffuser à tout son carnet d'adresses d'entreprise. Les entreprises vont pouvoir répondre à l'appel d'offres et nous, on va tout synthétiser pour lui. On va lui dire en temps réel où il en est. Donc ça, c'est vraiment la base et le cœur d'AOS. Comment l'idée nous est venue? En fait, c'est très simple, c'est avec mon cofondateur Alexandre qui, lui, vient du monde du BTP. Moi, je viens du monde du SaaS. J'ai toujours eu une carrière entrepreneuriale depuis mon plus jeune âge. Et en fait, on rentrait de road trip, on était dans le train et on ouvre tous les deux notre ordinateur. Donc moi, j'avais un autre SaaS à côté. Lui travaillait pour une grande enseigne dans la distribution. Et donc moi, je me mets à regarder un film et lui se met à bosser. Il était 20h un dimanche soir. Je lui dis, tiens, Alex, tu travailles, qu'est-ce qui se passe et tout. Et là, il commence à me raconter, oui, en fait, voilà, lundi, je dois présenter mon projet d'appel d'offres. Ça fait 4 fois qu'on fait l'appel d'offres, c'est plein de mails, c'est plein d'Excel. Je regarde un peu sur son ordi, je vois un Excel vide, je lui dis mais purée, t'as rien? Il me dit oui, je ne sais pas où j'en suis. Les entreprises me répondent par Excel, les entreprises me répondent par PDF. Des fois, l'Excel que je leur donne, elles le modifient. Je sais plus où j'en suis. Et donc là, on a vraiment commencé à parler et à se dire mais purée, c'est fou qu'il n'existe rien, que ce soit aussi archaïque. Et au fur et à mesure de la discussion, si vous voulez, Julien, on s'est dit, purée, il y a vraiment quelque chose à faire. Donc, on a commencé à développer un petit logiciel, c'était en 2017. Et puis, de 2017 on était deux, bien sûr. Ensuite, on a eu un premier dev, des premiers sales. Et entre 2017 et 2019, on a levé 2 millions d'euros, 4 millions, pardon, puisqu'après, il y a la dette aussi, on peut faire des leverages. C'est important de savoir pour les entrepreneurs. Et du coup, on a continué à développer la société, on a essayé plein de business models, ça a très bien avancé. Et aujourd'hui, en 2020, pour vous donner un peu des métriques, on a à peu près 450 clients, on a plus de 50 000 utilisateurs, on a 20 000 entreprises du bâtiment, puisque à chaque fois qu'on fait un appel d'offres, on interroge des entreprises qui appartiennent à différents lots, n'est-ce pas? Quand on veut construire un bâtiment, il faut aller interroger 5 électriciens, 5 plombiers, 5 VRD, 5 gros œuvres. Ça fait tout de suite entre 100 et 150 entreprises du bâtiment par projet. Donc tout ça augmente un carnet d'adresses. C'est à peu près 2300 projets qui sont passés aujourd'hui sur AOS. Ça représente à peu près 10 milliards d'euros de travaux qui ont transité sur la plateforme. Voilà pour les chiffres. Et du coup, il faut savoir qu'on a AOS, donc, qui est une solution pour les donneurs d'ordre pour simplifier l'appel d'offres. Et on a aussi lancé un autre projet fin septembre de cette année-là, qui s'appelle Chantier Privé et qui est en fait une plateforme qui permet aux entreprises du bâtiment de chercher de nouveaux projets dans le secteur privé. C'est très important, puisqu'en fait, il existe plein de plateformes aujourd'hui où vous pouvez trouver des projets pour le marché public, puisque quand on poste un projet dans la construction sur le marché public, suivant son ampleur, on est obligé de le mettre sur plein de journaux, c'est publié de partout, mais ça n'existe pas pour le marché privé. C'est aussi ce côté-là qu'on a voulu rendre accessible aux entreprises pour qu'elles puissent trouver des projets à côté de chez elles, puisque des fois, il y avait des entreprises qui n'ont pas forcément de force commerciale et il y a des projets qui se construisent juste à côté, elles ne sont pas au courant. Même le donneur d'ordre n'est pas au courant. Des fois, il y a un trou dans le lot, je pense notamment aux lots serrureries. Donc, Chantier Privé est aussi un nouveau service qu'on propose pour les entreprises. Juste, si vous voulez bien, j'aimerais bien qu'on revienne alors très rapidement sur cette fameuse levée de fonds. Vous avez expliqué qu'en fait, vous en avez eu deux, entre guillemets, et qui a monté jusqu'à 4 millions. Est-ce que vous pouvez expliquer justement ce principe de leverage? Ouais, complètement. Alors, en fait, donc on en a eu deux. Il faut savoir que nous, à la base, on est allé chercher plein de business angels. C'est-à-dire, et ça, je pense, c'est vraiment la persévérance hyper importante si on a des jeunes entrepreneurs qui nous écoutent. Nous, on est allé voir plus de 300 business angels
Au départ, on avait juste un PowerPoint. Quand l'idée est née avec Alexandre, donc mon cofondateur qui vient du bâtiment, on s'est dit, c'est une idée de fou, mais bon, il nous faut de l'argent. Donc, on est allé voir plein de gens et sur les 300, on en a récupéré 52. Donc, il y a une vraie notion de persévérance, puisque du coup, il y a plein de gens qui nous ont dit, mais en fait, c'est qu'un PowerPoint, c'est de l'arnaque, on n'y croit pas à votre truc, et on s'est remis énormément en question, mais on y croyait tellement qu'on a persévéré. Donc, sur les 300, on en a eu 52. Ça a créé à peu près, on va dire, voilà, c'est ça, 2 millions. Et en fait, quand vous levez des fonds, vous pouvez aller faire du leverage, soit via des banques et de la dette, soit par exemple via aussi la BPI qui vous aide. Vous leur dites, bah voilà, j'ai levé tant, donnez-moi un peu plus pour justement pousser le développement de la société. Donc aujourd'hui, on va dire, en termes de financeurs, à la fois des business angels qui croient vos projets, qui ont mis, on va dire, leur propre argent dedans, et puis certainement qui doivent vous apporter des conseils. Et Exactement. BPI France, donc, pour l'autre partie, qui amène à 4 millions pour résumer à peu près le financement. J'aimerais revenir sur un autre point qui est effectivement pour bien qu'on comprenne aujourd'hui votre croissance rapide. Oui. Vous visez à peu près 70 recrutements pour 2021, si je dis pas de bêtises. L'idée, c'est de vouloir presque doubler de taille, puisque aujourd'hui, je crois que vous êtes déjà à peu près à 70. Donc justement, dans cette période, qui en plus est une période un peu compliquée, comment est-ce qu'on met en place ce genre de principe de dire, nous, on a besoin, parce qu'on continue à se développer. Aujourd'hui, on a des financements, mais on a aussi besoin d'avoir des équipes pour pouvoir continuer à progresser. Comment on met tout ça en place? On a plein de questions dans votre question, donc je vais essayer de synthétiser tout ça. Donc en fait, c'est très. Donc nous, on a énormément de croissance. C'est pour ça qu'on monte énormément avec les personnes. On a beaucoup de croissance. On a aussi une croissance qui commence à arriver aussi sur des pays à l'international. Aujourd'hui, on a ouvert récemment la Suisse, la Belgique et le Luxembourg. Donc ces pays nous apportent aussi de la croissance et on a besoin de gens et de talents pour nous aider finalement à rentrer dans ces nouveaux marchés. Vous avez parlé aussi en cette période compliquée, faut savoir, donc si je peux revenir sur le confinement, ça peut être intéressant. Il y a eu 2 confinements, donc là on est clairement dans le deuxième. Premier confinement a été très dur, puisque finalement ils ont tout coupé. Même le bâtiment, les chantiers sont arrêtés. Donc en fait, plus personne n'avait que faire des logiciels d'appel d'offres, puisque finalement ils étaient occupés à fermer leur chantier, ce qui est évident. La priorité, c'était de sécuriser leur chantier à l'arrêt. Du coup, en fait, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris notre force commerciale et on en a profité pour faire une énorme étude de marché sur les entreprises du bâtiment, parce qu'elles aussi, si elles bossent plus, là, c'est la fin. Donc on est allé se renseigner sur c'était quoi leurs besoins, qu'est-ce qu'on pouvait leur apporter en plus pour essayer de leur donner de la vraie valeur. Et c'est comme ça qu'on a découvert Chantier Privé. Bien sûr, ça nous a fait mettre nos collaborateurs en télétravail. Il faut savoir que nous, chez AOS, c'est important de le préciser, on a une vraie culture aussi du télétravail. À peu près 60% de nos équipes sont déjà en télétravail, que ce soit l'équipe de dev, ils sont tous en télétravail, l'équipe produit, l'équipe UX qui est le design en télétravail. On a beaucoup de sales partout en France aussi. Et donc, on a bien sûr des bureaux à Paris, je dirais 40% des effectifs, mais là encore, c'est un choix qu'ils ont, eux, de venir ou de ne pas venir. Donc, le premier confinement, le fait de mettre finalement ces 40% en télétravail, on l'a assez bien vécu à ce niveau-là. Il y a eu quelques challenges finalement aussi au niveau de l'esprit d'équipe, évidemment, puisqu'on a quand même l'habitude, avant de faire des team building tous les trimestres pour tous se revoir, avoir une grosse ambiance. Donc là, ça fait quasiment 1 an qu'on a pu faire de team building. Je sais même pas si on pourra le faire en janvier, donc on va sûrement dépasser ces 1 an. Voilà. Et puis là, le deuxième confinement qui est arrivé, ils n'ont pas arrêté. Le monde du bâtiment continue de tourner. Donc, il est vrai que pour nous, ça change pas grand-chose. La seule chose qui change, c'est on avait plein d'événements commerciaux, type le CIMI, qui est un grand salon où il y a beaucoup de promoteurs, le Rent, voilà, tous les gros salons immobiliers ont tous fermé. Ils ont essayé de faire des salons de manière digitale. Ça n'a pas très bien fonctionné. Voilà, donc ça nous a impacté à ce niveau-là. Ça nous a, disons, juste un peu freiné notre croissance, mais qui est quand même reste très forte. Petite question un peu basique, mais je pense qu'elle peut quand même intéresser les gens qui regardent cette vidéo. Vous êtes une start-up. Aujourd'hui, vous définissez plutôt comme une scale-up. C'est quoi la différence? Je dirais qu'une startup, c'est une société qui a encore besoin de prouver son concept, sur lequel elle essaye encore de mettre en place son business model, de le prouver, de faire que ça fonctionne. La scale-up, c'est le product market fit en là, le business model, il fonctionne. Maintenant, il faut scaler. Il faut
encaisser l'hypercroissance des gens, encaisser cette croissance, toutes ces demandes de nouveaux clients, toutes ces demandes entrantes. Voilà, donc je dirais que la différence, c'est nous, le concept, il est prouvé, notre business model, il est prouvé. Maintenant, il faut s'étendre rapidement. Voilà ce que c'est une scale-up. Alors, Thomas, on arrive à peu près à la moitié de notre entretien. Ce que j'aime bien à ce moment-là, c'est poser une question, on va dire, un peu plus personnelle sur vous. Et pour ça, je vous demande de choisir un chiffre entre 1 et 3. Et en fonction du chiffre, je vous poserai la question sur laquelle vous allez tomber. Allez, et ben 2. Très bien. Quel autre métier vous auriez voulu faire si vous n'étiez pas entrepreneur? Wow, c'est une grosse question et je vous y réponds tout de suite, c'était pilote de ligne. Ah oui, rien à voir. Rien à voir, parce qu'en fait, pour la petite histoire, j'ai fait Mathsup Mathsp, c'est là où j'ai rencontré mon cofondateur Alexandre. Et moi, j'avais fait Mathsup Mathsp pour faire pilote de ligne, qui est ma passion, le pilotage, pour passer l'ENAC. Et en fait, j'ai raté l'ENAC et je voulais pas cuber ma Mathsp, donc du coup, je suis parti tout de suite quasiment dans l'entrepreneuriat parce que je voulais faire du business. On va revenir peut-être sur votre parcours dans quelques instants. J'aimerais revenir finalement sur la dernière question. Vous m'avez parlé de scale-up et donc en fait vous devez encaisser cette hyper croissance, cette forte croissance. J'ai bien aimé le mot encaisser. Pour vous, quelle est peut-être la plus grande difficulté à laquelle vous êtes confronté aujourd'hui qui peut être liée à cette hyper croissance? C'est quoi? Le recrutement, c'est la structuration d'entreprise, c'est quoi en fait? Ouais, c'est tout à fait, je dirais, alors c'est pas tant le recrutement parce que une fois que les process sont installés, on peut recruter. Par contre, c'est vraiment, je dirais, l'esprit d'équipe et les process internes, former les gens, les onboarder correctement, qui comprennent la vision, qui se sentent pas délaissés dans tout cet amas d'informations qui arrivent très très vite et qui changent finalement de semaine en semaine. C'est une charge de travail énorme, donc on essaye de la réduire en recrutant des talents, mais bon, le temps que le talent soit formé, puis les nouveaux challenges arrivent toujours. Voilà, je dirais vraiment le plus gros challenge pour nous en tout cas sur cette hypercroissance, c'est vraiment faire grossir les équipes et que nos valeurs finalement restent, puisque du coup AOS est quand même défini autour de 5 valeurs, ce qui sont très importantes pour nous. On a l'écoute, l'altruisme et l'esprit d'équipe, donc on en a 5. On en a 3 quand même qui sont portés sur l'humain, c'est vraiment hyper important pour nous. Et les 2 autres qui sont l'ambition et la persévérance. Voilà, donc dans toute cette hyper croissance, évidemment ambition et persévérance comme la majorité peut-être des scale-up, mais en tout cas voilà, c'est vraiment d'essayer de conserver ça, d'apporter une vraie vision de où on veut aller, parce qu'on veut aller loin, et que tout ça reste en fait, et soit des fondations solides. Comment on fait pour embarquer finalement tous ces profils un peu différents? Parce qu'aujourd'hui, on se rend bien compte que vous n'êtes pas le seul, tant mieux pour vous, hein, vous arrivez à bien développer, c'est super. Mais heureusement, en France, il y a encore d'autres entreprises qui sont aussi, on va dire, même pas forcément sur le secteur d'activité, mais en tout cas, qui sont aussi dans un rythme de croissance forte et qui, elles aussi, ont besoin de recruter souvent des profils un peu identiques aux vôtres. Je pense notamment dans la tech, où on peut avoir besoin de développeurs, ou tout simplement dans le business, où on a besoin parfois de recruter des équipes commerciales, des sales, et on se rend compte que finalement c'est pas si simple que ça. Donc on va dire, quels sont les arguments pour vous? Qu'est-ce qui fait la différence pour donner envie à des gens de vous rejoindre plutôt qu'une autre entreprise? Ouais, vous parlez de la concurrence au niveau des profils rares entre finalement toutes ces scale-up et qui sont dans. Ok. Exactement. Et ben en fait, je vais vous dire, c'est vraiment c'est assez simple. Je pense que on va dire c'est l'identité de la boîte et la vision qu'on a et de où on veut amener la boîte. Puisque finalement, vous avez des talents, mais AOS ne correspond pas à tous les talents. C'est évident. Et heureusement d'ailleurs, sinon on aurait plein de problèmes. Du coup, c'est vraiment avec notre vision qu'on a et où on veut emmener la boîte et aussi comment les gens sont en interne, les relations que ça crée. C'est comme ça, je pense qu'on se différencie et qu'on attire finalement des personnes qui s'adaptent aussi à nous. Je voudrais revenir sur, on va dire, l'origine un peu de l'entreprise. Vous êtes passé assez rapidement en nous expliquant, donc on a bien compris qu'effectivement à la base vous vouliez être pilote de ligne, que finalement vous devenez entrepreneur et tant mieux, puisque vous développez bien votre entreprise et c'est super. Que donc cet ADN entrepreneurial, en tout cas, vous l'avez eu très vite en sortant de l'école. En revanche, donc besoin d'un associé, en tout cas vous avez rencontré votre associé complémentaire et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui vous êtes 2. En revanche, il y a un point où vous êtes allé assez rapidement, c'est vous m'avez dit on était 2, puis on a vite recruté des sales, des trucs et tout ça. Du coup, ces premières étapes, comment ça se passe en fait concrètement? Parce qu'on a l'idée, on comprend qu'il y a un besoin au niveau marché parce que vous l'avez identifié avec effectivement votre ami dès le début, mais de l'idée au premier recrutement et au premier développement, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là?
Alors, c'est une très bonne question. Du coup, juste rapidement, AOS, c'est ma 5e société, ok? Donc, et encore, en fait, on pourrait dire plus, mais après, il y a plein de projets qu'on fail tout de suite. Donc, comment on fait? En fait, ça évolue grandement aussi avec l'avancée du projet. Au début, je me souviens, on avait des problèmes qui n'ont plus rien à voir aujourd'hui. C'était ok, il nous faut absolument une petite vidéo. On était encore qu'Alex et moi, une petite vidéo pour présenter la startup pour pouvoir essayer de rentrer à Station F. D'ailleurs, pour l'anecdote, on a été refusé et, et bon, tant pis. Mais en tout cas, finalement, ça a prouvé qu'on n'en avait pas besoin. Donc c'est vraiment des petits pas par petits pas. Ok, qu'est-ce qu'il nous faut? Là, il nous faut un produit. Donc on va se concentrer sur le produit. Ok, on a un peu un produit. Il nous faut un ou deux clients. Donc on va aller chercher un ou deux clients. Les un ou deux clients ont des demandes. On essaye de les faire ou on peut pas les faire. Il nous faut un dev. Ok, donc on commence à se rendre compte que si on veut aller un peu plus vite, va nous falloir des fonds. Donc c'est comme ça qu'on se met à lever des fonds. Donc, on n'a aucune connaissance à la base de comment lever des fonds. Donc, comment on fait? On va à tous les meet-up, parce qu'à l'époque, on n'était pas confiné, il n'y avait pas le Covid. Mais en tout cas, il y a de toute façon, il y a plein de ressources sur Internet. Donc, on a poncé Internet sur comment on fait pour lever des fonds, comment on fait pour parler à des business angels, qu'est-ce qu'il faut leur présenter, comment ça fonctionne. Donc, on s'est renseigné sur tout ça et en fait, on a avancé comme ça petit à petit. Ok, on a eu des fonds. Donc, finalement, là, tout ce qu'on voulait faire, il nous faut 3 devs de plus. Hop, il nous faut 3 devs. Flûte, comment on fait pour manager des devs? Il nous faut quand même quelqu'un de compétent qui manage des devs. Ok, on le prend. Et puis nous aussi, on grandit au fur et à mesure. On progresse dans notre management, on progresse dans notre vision, on progresse dans là où on veut aller. Voilà, maintenant, ok, on a vraiment un produit qui, avec les 4, 5, 10 clients qu'on a, il faudrait aller plus vite. Hop, un sales, un deuxième sales, il nous faudrait un head-off pour gérer les sales. Voilà, c'est vraiment step by step. C'est clairement pas du jour au lendemain que tout ça se produit. Hein. Je vais rebondir aussi sur ce que vous êtes en train de dire, parce que vous avez expliqué que vous avez fait plusieurs entreprises jusqu'à présent, jusqu'à celle-ci, qui a forcément eu dans toute, on va dire, votre aventure entrepreneuriale, des choses qui se sont bien passées, puis des choses qui sont moins bien passées. Est-ce que il y aurait un échec ou quelque chose qui s'est pas bien passé, qui aujourd'hui vous a permis peut-être d'être meilleur sur certains points, ou en tout cas que vous dites tiens là-dessus j'ai pas été bon, ou ça a été un échec, mais finalement je l'ai transformé en quelque chose qui me permet d'avancer aujourd'hui? Vous parlez d'AOS ou de toutes mes expériences Peu d'avant? importe. Peu Si importe. c'est AOS, AOS, sinon une autre expérience. En tout cas, je dirais un truc hyper important, c'est qu'en général, quand on veut se lancer, on a souvent peur de se lancer seul. Et du coup, moi, ça a été clairement mon cas. Et c'est très important de bien choisir son associé. Et pour moi, la clé principale pour choisir son associé, c'est vraiment la vision, être sûr que les deux visions sur le très long terme convergent. De mes expériences passées et qui ont fait que les Ah, Julien, des oui. entreprises d'entrepreneuriat et d'associations ensemble. Ouais, ok, super. Voilà. À un moment donné, les visions cassent parce que peut-être quelqu'un veut se marier ou peut-être parce qu'en fait, il supporte pas la pression entrepreneuriale et donc du coup, ça fait écrouler la société. Donc c'est très important quand on se lance dans un projet d'être sûr de tous les recoins de votre associé, que tout va bien et que vous êtes aligné sur la totalité en fait. Je reprends ce que vous avez dit, parce qu'il y a une petite coupure, mais effectivement, donc sur le choix de l'associé, s'assurer qu'on a une vision commune qui permet Ouais. effectivement de pouvoir avancer ensemble et parfois aussi peut-être avoir aussi des profils ou un background un peu différent, pas toujours forcément identique. C'est vrai que si la meilleure chose, c'est d'avoir la complémentarité des backgrounds. Typiquement pour AOS, c'était le cas. Alexandre venait du monde du bâtiment, connaissait tous les problèmes, il avait travaillé pendant 5 ans. Moi, j'ai été avec toutes mes entreprises dans l'automatisation des process, la création de SaaS, donc les logiciels sur Internet. Effectivement, la réunion du 2 a fait un super truc, quoi. Donc oui, la complémentarité, la vision et aussi les mêmes valeurs internes quand même. Thomas, ce que je vous propose, on arrive à la fin de notre échange. Une dernière question aussi un peu personnelle. Donc cette fois-ci, je vous demanderai de me donner un chiffre entre 1 et 2, s'il vous plaît. Un. Très bien. Quel est l'entrepreneur qui vous fait rêver et pourquoi? Ok, Merci. question facile et je vais faire comme tout le monde, mais je vais quand même le dire. Clairement, c'est Elon Musk. Pourquoi? Parce qu'il pousse des rêves de gamin d'une manière incroyable. Je veux dire, aller sur Mars, il faut quand même le vouloir pour y aller. Et puis en plus, il a pas que Space, Tesla, il en a plein d'autres. Donc il apporte une innovation dans le monde et on en a besoin.
Alors après, est-ce que ses projets sont bien ou mal, ça peu importe, mais en tout cas, clairement, il va vraiment au bout de ses rêves, au bout de ce qu'il a envie d'apporter et je trouve ça incroyable. Écoutez Thomas, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui, nous avoir présenté à la fois AOS et puis aussi votre parcours d'entrepreneur. Et puis moi je dis à tous ceux qui nous regardent à très bientôt pour une prochaine vidéo avec un autre entrepreneur qui nous partagera aussi son parcours et ses problématiques. Et je vous remercie encore une dernière fois Thomas d'avoir été avec nous aujourd'hui et je vous dis au revoir. Merci Julien, au revoir.